Bonjour à tous. Je vais faire maîtresse de cérémonie pour cette table ronde. Donc, promouvoir l'esprit critique dans un environnement complexe. Donc, pour en parler, voilà, nous avons trois intervenants. Monsieur Olivier Richard, chargé d'études et d'évaluation au sein de la délégation à la stratégie et à la prospective à Univers Sciences. Donc, Monsieur Richard coordonne les études et observatoires des publics d'Univers Sciences, pilote également depuis 2022 le baromètre de l'esprit critique qu'il va nous présenter. Il était également membre du comité directeur de Remedis. Et il a publié très récemment avec Elena Pasquinelli dans le numéro de septembre de l'European Journal of Education qui était consacré à l'esprit critique, un article « Critical Thinking as the ability to sort and qualify the information available to form one's own judgment ». Voilà. Je me suis entraînée. Monsieur Chiquano, directeur du Quai des Savoirs, qui a notamment co-conçu, coproduit avec Cap Science et le Palais de la Découverte l'exposition Esprit critique, détrompez-vous. Il est également vice-président de l'AMSTI et auteur d'un rapport commandé par le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en 2014, Partager les cultures scientifiques, techniques et industrielles à l'ère du numérique. Et Monsieur Manuel Zaclade, professeur du CNAM en sciences de l'information et de la communication, directeur du laboratoire d'ISEN, dont les recherches portent notamment sur les transformations induites par la transition numérique et les nouveaux systèmes d'organisation des connaissances. Récemment contribué à l'ouvrage « Crise de la connaissance et connaissance de la crise » avec un chapitre consacré à la communication en temps de crise sanitaire. Nos intervenants vont avoir chacun une quinzaine de minutes de présentation. Entre ces différentes présentations, on réservera un petit temps d'échange. Si vous avez des questions ou interventions sur la présentation qui vient d'être faite, voilà, n'hésitez pas à vous signaler, je vous donnerai la parole. Donc on réservera voilà, une dizaine de minutes entre chaque intervention pour un débat, une première phase de débat, et puis on se gardera un temps à la fin pour débattre, disons, plus généralement de la question. Donc si vos interventions portent, disons, plus généralement sur la question de l'esprit critique, vous pouvez les conserver pour la fin de la table ronde. Mais n'hésitez pas, voilà, en cours, à me faire signe, je vous donnerai la parole si vous souhaitez intervenir. Et donc, intervention de 15 minutes, c'est ça? 15 minutes. 15 minutes, c'est ok. Je vais très vite. Je vous ferai un petit signe si... Je vais mettre un compte à rebours. Bonjour à tout le monde. Donc, nous n'avons pas le bas des diapositives, il se peut qu'il y ait quelques tableaux et quelques chiffres qui sautent. Je vous raconterai la fin à chaque fois, si on ne le voit pas. Donc je suis Olivier Richard, je travaille à Univers Sciences, donc chargé d'études, et je pilote notamment tous les observatoires du public, les études de réception et d'évaluation sur nos différentes offres et projets au sein de l'établissement. Et depuis très récemment, en fait 1 an et demi, on travaille également à la mise en place d'un outil d'observation de l'esprit critique en France, du développement de l'esprit critique, le baromètre de l'esprit critique, qui donc a eu 2 éditions. On a publié la dernière édition en mars 2023. Et l'idée de ce baromètre, c'est non pas de mesurer un niveau d'esprit critique de la population française, qui peut nous sembler un peu compliqué. Ça reste un sondage d'opinion, on n'est pas encore dans une démarche de, enfin, nous, en tout cas, pas dans une démarche de recherche, même si il y a un comité scientifique qui accompagne le projet, mais on est vraiment aujourd'hui dans un sondage d'opinion et un recueil de données régulier. Et l'idée, c'est non pas d'avoir des données dont la valeur, enfin c'est pas la valeur en soi de 33% qui nous intéresse, mais plutôt comment ce 33% de confiance petit à petit évolue au fil du temps. Et vraiment l'idée c'est de construire, et on est encore dans ces phases-là de stabilisation d'un outil pour avoir une grille de questions assez
fixe dans le temps, quelques modalités d'évolution, mais pas non plus l'idée, c'est d'avoir des indicateurs qui soient suivis régulièrement, et on se dit qu'on a 3, 4 ans, 5 ans avant d'avoir des premières tendances d'évolution sur ces indicateurs. Donc, on entend l'esprit critique, c'est une définition un peu répétitive, mais celle qui est partagée avec Elena Pasquini, par exemple, qui aurait dû être là aujourd'hui, mais qui n'a pas pu être là. On peut apporter toute la lecture sur l'éducation à l'esprit critique, et donc c'est vraiment la capacité à ajuster son niveau de confiance de façon appropriée, selon l'évaluation qu'on peut faire de la qualité des preuves et la fiabilité des sources. C'est vraiment une question d'attribuer un niveau de confiance aux informations générales ou scientifiques qu'on a autour de soi pour savoir dans quelle mesure j'attribue ma confiance à cette information que je juge de qualité. Pour tenter d'évaluer ou de mesurer ces développements de l'esprit critique, on a identifié 3 sphères. Donc la première sur la démarche scientifique, culture scientifique, donc connaissance et démarche scientifique, comme on l'a dit ce matin, et en plus on rajoute un troisième point qui me semble intéressant, c'est la question de la curiosité scientifique. Est-ce que je m'intéresse aux sciences et est-ce que je vais rencontrer la science ou la recherche dans les musées ou les conférences. Deuxième point, c'est la pratique informationnelle en général, c'est également comment est-ce que je m'informe de manière générale, et le troisième point, une question de confiance, de vigilance épistémique et d'argumentation que je peux mettre en œuvre pour mesurer justement et attribuer un niveau de confiance. On ne souhaite pas refaire les sondages qui existent déjà en France qui font référence, par exemple c'est un CNU sur les Français et la science, mais ou les sondages de référence qui font sur les pratiques informationnelles comme le rapport Reuters par exemple. Mais l'idée qu'on avait, c'est de se dire il n'existe pas d'outils qui croisent ces 3 dimensions en même temps. C'est-à-dire, est-ce qu'en posant la question à la même population dans le même outil, on est en mesure de voir si ce sont les mêmes personnes qui ont une pratique informationnelle riche, intense, diversifiée, ou mauvaise, c'est compliqué d'avoir une notion de performance, et ce sont les mêmes qui ont une culture scientifique affirmée, une curiosité forte, parce que finalement ceux qui s'informent beaucoup sont ceux qui sont aussi curieux de science, ou est-ce qu'on a des sphères de population qui n'interfèrent pas, et tout cela dans aussi des questions qui portent sur les attitudes critiques, et est-ce que ce sont aussi ces mêmes qui ont plus que les autres, ou qui partagent plus que les autres l'attitude critique. C'est un peu l'objectif de ce baromètre. Donc, l'édition 2023, c'était fait avec OpinionWay. Donc, sur la base d'un sondage d'opinion, on a interrogé 2000 Français sur un échantillon constitué selon la méthode des quotas représentatifs de la population. Les passations ont été faites en janvier de cette année et les résultats ont été présentés le 21 mars dernier. Alors, je prends très rapidement les principaux résultats de ce baromètre qui est assez riche, assez dense, mais plutôt justement sur ce rapport à la science. Donc, pour un quart des Français, la science, les sciences, c'est un objet aussi compliqué à définir et en même temps à interroger, puisque qu'est-ce que ça représente pour le répondant, mais pour les sciences, font partie de leur centre d'intérêt de 23% des Français. On n'est pas dans le peloton de tête comme les voyages et la lecture, mais néanmoins, un Français sur 4 à peu près s'intéresse aux sciences ou considère que les sciences font partie de ces centres d'intérêt. Et en matière d'information scientifique, plus de la moitié considère, 55%, déclarent s'informer régulièrement sur les sciences, et notamment 40% regarder des documentaires scientifiques, et 30% consulter des sites web sur des sujets scientifiques. On a une vraie appétence, en fait, une appétence des Français pour l'information scientifique, et également 58%, près de 60% qui déclarent avoir fréquenté un musée ou un lieu à caractère scientifique au cours des 3 dernières années. Donc, la mention du parc zoologique intègre d'un seul coup beaucoup de pratiques de loisirs, mais on a aussi 20% des Français qui déclarent avoir visité une entreprise en activité. Donc, dans ce champ du tourisme et découverte économique, qu'on oublie un petit peu dans la grande sphère du tourisme, de la culture scientifique, qui est, et ça apparaît sur ce sondage, mais également dans d'autres retours de fréquentation, une pratique de découverte des techniques, en particulier, partagée. 17% un musée d'histoire naturelle et 14% un écomusée.
Et plus étonnant, 40% déclarent pratiquer une activité au sens large, au moins de temps en temps, de culture scientifique. Donc se rendre à une exposition, collaborer à des expériences de sciences participatives, et pour 16% régulièrement, et on a plus de 30% au moins de temps en temps, plus rarement, une fois par an, déclarent avoir déjà réalisé des expériences scientifiques chez soi. Donc on a, et sur 2 éditions, c'est des chiffres qui sont les mêmes, et qui sont les mêmes en Angleterre, puisqu'on a aussi en 2023 interrogé un panel anglais pour avoir des premières comparaisons européennes. Donc on a une pratique de la science chez soi qui existe. Et ça, ce qui est intéressant de ces sondages, c'est que ça ouvre aussi beaucoup plus de questions que finalement de réponses. C'est qu'est-ce que c'est? Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui en France, pratiquer la science en amateur, ou qu'est-ce que le loisir scientifique en France aujourd'hui? Et c'est vrai que si on a eu des études sur la pratique artistique amateur du ministère de la Culture, on a finalement, je crois, quelque chose sur la pratique scientifique en amateur en France. Ça permet de, en reprenant toutes ces questions sur notre rapport à la science, de créer une typologie. On a en gros la population qui se scinde en 4 grands groupes, 14% de passionnés, 35% d'intéressés, et à l'opposé, 11% de distants, donc qui, moins que les autres, déclarent pratiquer le droit de pratique scientifique. Donc, on ne va pas rentrer en détail, mais on peut avoir comme ça, derrière le profil. Alors, pour les plus passionnés, population plus jeune que la moyenne, plus diplômée, avec ici des catégories plus souvent supérieures, plus souvent parents d'enfants de moins de 18 ans, et qui se définissent comme scientifiques, plutôt scientifiques, au cours de leur scolarité, et un rapport aux matières scientifiques qui peut plutôt laisser un bon souvenir au cours de leur cursus. C'est une question, cette question du rapport aux disciplines scientifiques pendant la scolarité, c'est une question qu'on pose depuis 30 ans dans un ancien baromètre qui portait sur la curiosité scientifique des Français, qui était fait pour la dernière édition avec le Crédoc. Et alors, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais cette tendance est très fixe depuis 30 ans. On a toujours ce groupe de passionnés, jeunes, diplômés, CSP+, qui se disent scientifiques. Et finalement, c'est plus une question d'âge qu'une question de génération, puisque il y a 30 ans, ceux qui étaient dans cette position-là, on les perd dans les sondages suivants, ne apparaissent plus 20 ans après, comme étant des gens de 40-50 ans qui se disent toujours passionnés par les sciences. Cette typologie nous permet aussi d'observer de manière croisée des rapports différenciés sur bien sûr les sujets scientifiques, puisque le fond de la typologie, mais aussi sur la question de l'information, par exemple, où on voit que les passionnés de sciences et les intéressés privilégient l'information sur Internet avant la télévision, qui est le média, qui reste le média central en France, même si tout le numérique, les réseaux sociaux et Internet montent, mais la télévision reste le média de référence vu par 10%, 9% de la population. Et ce sont ceux qui multiplient le plus les sources d'information, qui laissent entendre, qui croisent en tous les cas les sources ou les supports. Et lorsqu'on interroge également la confiance attribuée à ces différentes sources d'information, on voit que les passionnés de sciences, plus que les autres, accordent une confiance plus affirmée à une pluralité de réseaux, et notamment la presse papier, les réseaux sociaux, y compris les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on commence à faire l'hypothèse que ces passionnés de sciences attribuent de manière plus certaine leur confiance par rapport aux autres groupes de France. Lorsqu'on interroge, alors on a interrogé les Français, notre échantillon, sur la confiance qu'ils attribuaient aux experts, et notamment aux scientifiques, alors pas de manière générale, mais strictement quand on leur parle de crise climatique. Je trouve nécessaire de matérialiser quand même les questions, parce que la science en général, plus de confiance dans la science, oui, on a testé, on a un consensus très large, 80% des gens, bien sûr, ou aux chercheurs encore plus, 95%, mais bon, quand on matérialise sur un sujet, les choses sont un peu diluées. On a quand même toujours les scientifiques spécialistes du climat, les autres scientifiques et chercheurs, et les journalistes scientifiques qui sont principalement ceux à qui les Français, dans leur globalité, attribuent leur confiance, et également les musées et centres de culture scientifique,
qui sont en deuxième position dans la confiance attribuée à la parole des institutions. Et en dernière, en avant-dernier, les représentants politiques, les représentants religieux et les influenceurs et les personnalités publiques sur Internet, notamment, en toute dernière position. Ce qui est intéressant, c'est que là encore, quand on regarde par le groupe, la typologie des pratiques scientifiques, on a les passionnés de sciences qui, plus que les autres, attribuent leur confiance à toutes les catégories de porteurs de parole, et notamment les influenceurs et les personnalités publiques qui ont la confiance de 10% des Français, mais plus de 39%, 39, près de 40% des passionnés de sciences. Donc on commence à l'hypothèse qu'on a un groupe de personnes qui attribuent sa confiance, c'est au moins à certains, hein, c'est pas à tous, qui est en mesure de peser la qualité de l'information qu'on lui soumet, y compris par des influenceurs sur les réseaux sociaux, et qui attribue à certains sa confiance. Ce qui ne rejette pas en bloc le porteur de parole. Alors, on a posé des questions autour de la formation à l'esprit critique. Je vais aller très vite, puisqu'on a bientôt plus de temps. Voilà. Ce sont pour les passionnés de sciences plutôt les sciences physiques, mais aussi les sciences dites humaines qui forment à l'esprit critique. Donc, on a amené cette distinction entre sciences dites exactes et sciences dites humaines pour voir si on avait des différences de rapport à cette catégorie, ces deux grandes catégories. Plus quand même que les autres, chez les intéressés et les passionnés de sciences, les sciences de la vie, les mathématiques et la chimie fondent un rapport à l'esprit critique plus affirmé. Enfin, quand on interroge les Français sur ce que constitue l'esprit critique, on leur demande de classer par ordre de priorité les différentes attitudes qui peuvent traduire l'esprit critique. On a d'abord faire preuve de raisonnement logique et rationnel, s'informer davantage avant de se positionner, être capable d'échanger avec des personnes aux opinions divergentes. On a quand même un mélange autant d'idées et d'attitudes liées à la réflexion et à l'argumentation, 90% sur l'ensemble des propositions, que d'attitudes liées au mode d'information et d'attitudes liées au dialogue et au débat d'idées, à l'argumentation. Alors, on faisait des propositions qui ne rentraient pas dans une dynamique d'esprit critique, comme douter systématiquement de toutes les informations qu'on reçoit, qui reçoivent assez naturellement beaucoup moins d'adhésion. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est la toute dernière, se méfier des intuitions, alors que vous ne voyez pas. La toute dernière, c'est se méfier de ces intuitions qui révèlent que 4% en premier des adhésions des Français et 18% au total. Alors que cela fait partie des attitudes à avoir pour mettre en œuvre un bon esprit critique. Donc, on a des choses sur la réflexion, l'argumentation, l'information qui sont installées, mais certaines dimensions ne sont pas encore partagées dans l'esprit des répondants. Et là encore, plus les gens s'intéressent aux sciences, plus ils défendent l'idée que se méfier de ses intuitions par rapport aux autres constitue une attitude critique. Mais également remettre en question par l'autorité, distinguer les connaissances et l'opinion. On approfondit sur ces dimensions-là. On interrogeait également les proportions à débattre dans une sphère privée ou dans une sphère publique, et là encore, les passionnés de sciences, plus que les autres, déclarent plus souvent être en mesure de débattre, notamment dans la sphère publique. Et une question qu'on leur posait sur comment ils se positionnent par rapport à cette attitude, sans entrer dans les détails. La majorité dit qu'ils sont prêts à changer d'opinion sur la base d'opinions convaincantes. Donc, vraiment, déclarent être en capacité d'écouter les opinions différentes et d'évoluer dans leur propre opinion. Et ce qui nous a le plus étonné, c'est que seulement 42% des personnes déclarent, 42% des personnes déclarent qu'ils ne se
considèrent pas comme ayant l'esprit critique. Alors qu'on pensait que sur une question comme ça, on allait avoir une adhésion assez générale, 90% des gens allaient dire moi j'ai l'esprit critique, mais mon voisin pas. Et on monte quasiment à moitié-moitié pour les plus jeunes. Donc là, c'est les moins de 24 ans, les 18-24 ans, enfin focus sur les 18-24 ans, la moitié ne se définirait pas comme ayant l'esprit critique. C'est aussi, chez les plus jeunes, peut-être moins de confiance en leur propre réflexion, etc. Très rapidement, sous cette partie appétence pour les sciences et attitude critique, on peut construire aussi une typologie qui restera vraiment à affiner sur les éditions suivantes du baromètre, où là encore on peut avoir des profils sociodémographiques sur les différents groupes. Alors les analystes, les confiants, on va retrouver cette partie de la population plus jeune, plus urbaine, qui s'informe sur de nombreuses sources d'informations, et notamment avec un niveau de confiance plus élevé dans les sciences en général. Et à l'inverse, on a ce groupe des éloignés aujourd'hui qu'on peut identifier, qui sont plus souvent des femmes habitant dans des régions plus rurales, issues de catégories populaires avec un niveau de diplôme faible. C'est à peu près le même profil que celui des distants par rapport à la question de l'appétence pour les sciences. Ça me semble intéressant aussi de pouvoir identifier des catégories de population cibles. J'ai 2 minutes pour vous passer très rapidement. Ça, c'est un des projets du baromètre de l'esprit critique. Mais l'esprit critique fait partie du projet d'établissement d'Univers Sciences et se traduit dans différents projets. Et notamment, dès 2018, une inscription de la Bibliothèque des sciences et de l'industrie dans les politiques d'éducation, médias et d'information, avec la participation à son presse à l'école. Également des ressources en ligne sur l'esprit critique. Je vous déroule ça très rapidement. Sur le blog, donc le média en ligne d'Univers Sciences, une série de ressources autour de l'esprit critique. L'école de la médiation qui propose des formations à l'esprit critique pour les médiateurs professionnels. Et tout ça se concentre et se rassemble dans des manifestations chaque printemps. Le printemps de l'esprit critique, prochaine édition mars-avril 2024, où sera présentée la 3e édition du baromètre, et enfin une coproduction autour de l'esprit critique, l'exposition Esprit critique Détrompez-vous, coproduite avec Cap Science à Bordeaux et le Quai des Savoirs à Toulouse. Et voilà. Merci. Je prends si vous avez des questions, interventions, réactions. C'est le printemps de l'esprit critique. Là, en 2024, c'est de quand à quand? Ça sera à peu près sur les mêmes dates, Okay. à peu près, je pense, que ce sera fin mars, début avril. Et vous faites des appels à participation, non? Oui. Il y a eu... Dans l'AMSTI, ouais. Jusqu'au 25 octobre, apparemment. D'accord. C'est possible, oui. Et donc il faut organiser un événement en lien avec l'esprit critique? Je crois qu'il y a une ouverture à des partenariats territoriaux via l'AMSTI. Ouais. Voilà. Donc pour un peu sortir simplement de la Cité des Sciences et du Palais des Découvertes, pour un peu irriguer aussi à l'occasion sur son territoire et mettre en valeur. Et il y a une sorte de package un peu de choses qu'on peut faire. C'est un peu comme la fête de la science avec c'est surtout un coup de projecteur sur la communication et après chacun est libre d'organiser ce qu'il souhaite. Est-ce qu'il y a des... Ouais. Non, c'est vraiment très frais. Disons que l'idée c'est de faire passer le message pendant les 15 jours, là, 21 mars, 3 avril, que... Là c'est 22, donc ça c'est l'édition 22, donc oui, c'est à peu près... C'est à peu près pareil, en fait. C'est à peu près la même date que les centres de sciences, les muséums, les acteurs de la culture scientifique promeuvent aussi l'esprit critique et sont des acteurs qui font partie plutôt de la solution que du problème. C'est ça. Ok. J'avais une petite question. Du coup, Oui, si vous pouvez, quand vous prenez la parole, vous présenter très rapidement, juste pour qu'on... Moi j'étais Charlotte Launay, et je suis encore. Je travaille au musée des arts et métiers, à la programmation culturelle. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais vu passer ça, mais je n'avais pas discuté. Et après, j'ai travaillé à l'AMSTI aussi, donc voilà, je connais quand même certains d'entre vous.
Moi, je peux juste rajouter, je crois qu'il y a une coloration intelligence artificielle cette année sur cette fameuse printemps de l'esprit critique, non? C'est pas ça? Pas obligatoire? Pas obligatoire. À Univers Science, oui, mais c'est surtout l'esprit critique, c'est le printemps de l'esprit critique, c'est pas la critique de C'est pas l'intelligence obligatoire. artificielle. D'accord, parce que je crois que dans le truc de MC, je crois que c'est écrit comme ça. Oui, mais c'est pas une obligation. D'accord. Moi, une petite question. Du coup, je suis Cécile Politi, je suis la directrice Équilibrouillard Île-de-France. Et pour les petits débrouillards Île-de-France. Juste une petite question. Merci du coup, pour cette présentation. Je trouve ça intéressant d'avoir fait un moment la différence, enfin en tout cas d'avoir mis la porte d'entrée sciences sociales et sciences exactes. Moi, ma question était, est-ce que cette différenciation, elle se fait à un certain moment et toutes les premières questions, parce que je trouve que ça crée un vrai biais. Est-ce que toutes les premières questions de est-ce que vous vous intéressez aux sciences, est-ce que vous vous informez sur les sciences, est-ce que dès ce moment-là, on ouvre sciences sociales ou sciences dites exactes, ou est-ce que on n'en parle pas, mais du coup peut-être que ça amène à lire les résultats un peu différemment. Alors les résultats ne sont pas présentés dans l'ordre du questionnaire. D'accord. Donc c'est une relecture qu'on a fait. On commence par l'information, par les pratiques informationnelles, et après sur il faut qu'on vérifie. On avait des questions qu'on a posées, enfin pour ouvrir le questionnaire. Je pense que les premières questions sur les pratiques de l'information scientifique restent l'information générique scientifique dans sa grande globalité. C'est comme quand on dit est-ce qu'on était intéressé par les matières scientifiques à l'école, si on pense maths, biochimie, je trouve que ça, du coup, ça réduit, je trouve, complètement le rapport qu'on peut avoir aux sciences en fait. La question c'est une question, pendant votre scolarité, vous étiez plutôt scientifique, littéraire, les deux, aucun des deux. Elle est hyper discutable dans sa formulation. Elle est intéressante parce que les gens se positionnent très bien. Oui, mais du coup, pas forcément juste par rapport à ce que veut dire les sciences. Mais... Oui, c'est ça. Mais par contre, on a sur les mêmes biais, on a quand même 30 ans, enfin cette question est posée pendant 30 ans, on la garde parce que c'est une question patrimoniale presque, et qui garde quand même les gens se positionnent quand même si tout ce qu'il y a derrière, ça repose sur c'est un sondage d'opinion aussi. Donc, ça demanderait, et ça reste qu'un outil de sondage quantitatif, il y a plein de briques qualitatives qu'il faudrait accrocher à tout ça, parce que justement, ça pose plein de questions. Qu'est-ce que c'est que la pratique de je fais des sciences chez moi. Est-ce qu'un historien là-dedans, par exemple, il se positionne comme ça. Alors c'est est-ce qu'il se positionne? Je suis pas sûr. Non. Je faisais la question. Est-ce qu'il c'était reproduire des activités, des expériences scientifiques. Donc on angle quand même sur quelque chose d'assez scolaire, et d'ailleurs les gens qui ont des enfants plus que les autres. Oui, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, parce que est-ce que l'enfant peut devenir un émissaire de curiosité scientifique qu'on envoie dans les foyers? Il y a plusieurs interventions, etc. Donc on va prendre les dernières, on va clore après. Et puis voilà, si vous avez d'autres questions, vous les garderez pour le débat général après. Je suis désolée, on est un peu contraint par le temps. Il y avait là-bas d'abord. Oui. Non, moi je... Ok. Prends les trois peut-être, comme ça. Moi j'ai pas de questions. Oui, à la limite, si vous voulez. Sur un point précis, du coup c'est moins général que... D'accord. Oui, de même. Donc Sam Lefebvre, là je suis chargé de projet Jouer à débattre au sein de l'association L'Arbre des connaissances depuis 2 semaines. Et en fait justement je me demandais si vous pensiez qu'il était possible d'appliquer le baromètre, mais plutôt pour mesurer une évolution sur un temps beaucoup plus court, peut-être en l'adaptant en mesurant l'impact d'un dispositif, puisque c'est notamment aussi le but de notre dispositif d'encourager les jeunes à débattre et à prendre conscience de ces mécaniques-là et à développer leur esprit critique. Et du coup, de manière très intéressée, je voulais savoir si vous envisagez si vous voyez une manière où on pourrait se réapproprier ce baromètre-là comme étude plus sur un temps court. Allez-y, si vous voulez poser votre question, comme ça on... Je réponds aux deux en même temps. Alors, du coup, ça n'a pas grand-chose à voir. Moi, j'étais surprise par le fait que, justement, c'est curieux et qu'une grande culture scientifique, ils fassent confiance aux réseaux sociaux, aux youtubeurs, par exemple, parce que quelque part, c'est un peu paradoxal. Enfin,
intuitivement, voilà, j'aurais pas pensé. Parce que sur YouTube, on trouve vraiment le meilleur et le pire, et donc ça donne l'impression qu'il y a implicitement une capacité à identifier ce qui va être crédible de ce qui n'est pas crédible. Et du coup, c'est vrai que j'ai envie de creuser un petit peu pour savoir comment eux, ils savent a priori qu'ils vont pouvoir faire confiance dans certaines sources. Et du coup, voilà, ce qu'ils expriment, c'est qu'ils font confiance. Je pourrais répondre à ça d'ailleurs. les pratiques des réseaux sociaux, effectivement, il y a de la discrimination. Et comme ça marche par abonnement à des flux, on s'abonne à des gens dont on considère que voilà, le discours tient la route. Ça vaut pour Twitter, ça vaut pour YouTube, ça vaut pour Twitch, ça vaut pour tout un tas de réseaux. On finit dans la pratique par éliminer ceux dont on a l'impression que la qualité baisse. Et ce qui fait qu'on finit par avoir au bout d'un moment une espèce de bulle dans laquelle on baigne, avec tous les aspects négatifs qu'il peut y avoir à baigner toujours dans la même bulle, mais où on obtient en fait le summum de la qualité que le réseau social peut proposer. Et là, effectivement, ce sont des gens qui ont des pratiques de réseaux sociaux qui sont vertueuses, entre guillemets, mais où on peut faire confiance aux interlocuteurs. Et le jour où on ne fait plus confiance, on banne. Voilà. Ça, moi j'ai bien Je pense compris, mais qu'on du peut coup, discuter trop parce qu'est-ce qu'on va réserver ça pour la fin. On va. Je vous laisse répondre à la question qui était posée et puis on va enchaîner après avec l'autre présentation, comme ça on nous gardera du temps à la fin. Alors, je dirais. je voulais répondre. Ah ouais, Vas-y, réponds et après. moi je dirais non, parce que c'est pas l'objet de ce coup-ci d'avoir vraiment ce côté avant-après, enfin, d'être vraiment en mesure d'efficacité éducative. Par contre, et ça qu'on voit sur Toulouse, il y a le projet Optimiste. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Qui fait exactement ça et qui vient d'être lancé. Qui aurait dû commencer dans le cadre de l'exposition. Qui fait vraiment c'est un projet en toute puissance sur vraiment, c'est vraiment ça, une activité et le avant, pendant, après. Ok. Donc je pense que c'est facile de les, ils sont sur internet facile. de les retrouver, les Gwenel, Kaminski. et puis le ranger, je connais bien. Merci. Enchaînons. Il y a un HDMI, sinon. Ils cherchent des gens en plus. Je sais pas. Ah oui. Optimisme, en fait, c'est. Ils vont faire des Merci beaucoup. Et après, ils cherchent à la fois des gens qui vont en faire et des gens qui ne vont pas faire ça du tout pour avoir des contrôles. Je suis con, c'est que On va aussi avec Laurent qui ne cherche pas juste sur Toulouse. Optimiste. Parce que c'est bien, il reste de Toulouse. C'est l'Institut de recherche sur l'éducation. Et Olivier, j'en profite, moi j'avais une question sur les distants, justement. Est-ce que eux, finalement, ils n'ont confiance en rien et sont éloignés? Ils n'ont pas confiance, ils ont confiance en rien ou ils ne font pas confiance, et c'est surtout une population qui ne se prononce pas. Ah, c'est surtout qui se vraiment, alors lui, un élève qui travaillait sur la culture informationnelle, qui mettait ça en avant, qu'ils avaient créé la catégorie ne se prononce pas, ne sait pas, ne se prononce pas. C'est vraiment une population qui ne répond pas, qu'en fait, qui se met à distance, qui regarde moins, qui déclare de regarder moins de médias, moins souvent, mais sur le reste des questions, ils ne se positionnent pas. Je vous en prie. Très bien, du coup j'enchaîne rapidement pour continuer la discussion. Rebonjour, je suis donc Laurent Checono, directeur du Quai des Savoirs à Toulouse. Et voilà, et donc là je voulais juste, alors merci Olivier pour la transition, parce qu'effectivement, puis avec Nathalie, tu n'hésiteras pas à intervenir aussi, puisqu'on a bossé ensemble sur cette expo Esprit Critique. Donc là, mon propos, c'est de vous présenter rapidement ce projet, cette exposition qui circule actuellement en France, qui va être présentée à Paris au nouveau Palais de la Découverte. Ce sera la première, je crois toujours, sauf s'il y a eu un contrôle, première expo itinérante du nouveau Palais de la Découverte en 2025. Je ne me prononcerai pas sur le mois d'ouverture, mais en tous les cas, c'est 2025. Actuellement, elle est à la Cité des Télécoms à Le Meurboudou, voilà, merci. Et donc, c'était une expo qu'on a coproduite avec Cap Science, le Palais de la Découverte et donc Quai des Savoirs. Elle a été ouverte à Bordeaux, ensuite on l'a présentée pendant un an à Toulouse. Donc là, vous avez quelques images
celle du milieu, et puis elle continue sa vie. Je voulais juste vous montrer en présentation rapidement du Quai des Savoirs, parce que le Quai des Savoirs n'est pas forcément très connu des collègues à l'échelle nationale, puisque c'est un établissement assez jeune. On a ouvert en 2016, on a fait un gros travail autour de cette expo Esprit Critique, et pour vous montrer un petit peu les différentes activités qu'on mène, on a produit aussi un jeu en parallèle à l'expo qui s'appelle Détrompez-vous. C'est un jeu qui peut servir aussi alors à débattre évidemment, mais aussi à de la médiation, à des discussions, à du travail pédagogique en classe aussi. Donc ce sont des cartes qui mettent en scène des petites histoires qui sont en fait toutes des illustrations de biais cognitifs, et c'est là où je veux en venir dans ma présentation. En bas à gauche, vous avez, alors en fait oui, je suis désolé, on ne voit pas grand chose sur cet écran, puis c'est tout rayé, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Ah oui, non. Bref, c'est une de nos activités où on fait beaucoup d'activités autour de l'esprit critique. C'est notre plateau créatif, c'est un espace, c'est une sorte de makerspace. Enfin, c'est pas vraiment un Fab Lab, c'est un espace avec des machines, mais aussi des activités manuelles et créatives. Et en fait, on travaille autour de la question de la culture numérique et beaucoup autour des nouveaux médias, YouTube, etc. On va y venir, c'est parce que en fait, il y a une attente extrêmement forte et peut-être une forme de confusion entre esprit critique et éducation aux médias, un sujet auquel on a été confronté et où on est tout le temps confronté. Au milieu, en bas, vous avez une image de notre festival Lumière sur le Quai, qui est un festival artistique et scientifique, et c'est une activité assez forte au Quai des Savoirs. On a des résidences de création toute l'année, et on développe un travail assez important sur les imaginaires des sciences, les imaginaires scientifiques et les imaginaires culturels au sens large, avec un enjeu sur ouvrir d'autres imaginaires scientifiques que ceux du solutionnisme technologique dont on parlait tout à l'heure justement. Et là, on a eu sur cette année, comme on thématise chaque année le festival, l'année où on avait l'esprit critique, l'expo, on a fait un travail assez intéressant sur justement créer des fake news avec des artistes qui jouaient avec les codes d'Internet. Et puis enfin, une série de podcasts aussi qu'on a développés avec l'Université de Toulouse pour décrypter l'information. Donc des podcasts pour exercer son esprit critique, décrypter l'information, et qui font l'objet justement de l'étude optimiste. Donc cette étude optimiste dont on vous parle en 2 secondes aussi, c'est une étude qui est financée par l'Agence nationale de la recherche et qui vise justement à évaluer l'impact, on va dire, même si le mot est un peu violent, des dispositifs de médiation autour de l'esprit critique avant-après, avec un protocole avant-après. Je trouve pour ma part assez artificiel, mais bon, c'est comme ça. Et voilà, on essaie de voir si un truc va faire changer les choses. Donc voilà, et tout ça pour vous dire que l'esprit critique, pour nous, comme pour Universcience, ça fait partie de notre projet d'établissement. Donc je vous disais qu'il y a des savoirs un établissement culturel récent de la ville de Toulouse, de la métropole de Toulouse. Donc on dépend de la direction de la culture scientifique, technique et industrielle de la métropole de Toulouse, avec le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse que vous devez connaître, la Cité de l'espace que vous connaissez évidemment, l'Envol des pionniers, et puis Aéroscopia qui est le musée des avions, initialement Airbus mais qui est maintenant plus large. Et voilà, on est donc 5 établissements de médiation et de culture scientifique sur la métropole de Toulouse. Alors pour dire rapidement, pour présenter rapidement l'exposition Esprit critique, donc je vais pas vous infliger de la lecture, simplement ce qui est important, c'est le choix que nous avons fait sur l'axe éditorial de ce projet. On a décidé d'aborder l'esprit critique après moult discussions sur l'axe des biais cognitifs, et donc une approche assez psychologique et voire neuropsychologique. Où on a fait ce choix de dire, en fait, voilà, la problématique de l'esprit critique, alors on a fait un raccourci, mais ça consiste à dire, méfions-nous justement, ce que tu disais, notre intuition parfois, qui peut ne pas être tout à fait toujours juste, et surtout essayons de comprendre comment fonctionne notre cerveau, quel type de raccourci parfois il peut faire pour des raisons d'économie, au sens y compris biologique du terme, pour finalement nous conforter dans des fausses croyances, ou nous attirer vers, nous laisser nous piéger, nous faire piéger par des messages voilà, sibyllins, simplificateurs, simplistes, etc. Donc il y avait vraiment cette idée au cœur du projet de mettre en place un parcours de visite avec des dispositifs, des manips, des interactifs, et puis aussi un parcours connecté, c'est-à-dire
l'exposition comme un jeu global que vous faites pour à la fin vous tester un petit peu, vous mettre à l'épreuve de façon ludique, hein, évidemment, pas pour vous évaluer et puis vous sanctionner, mais vous mettre à l'épreuve de façon ludique pour, à l'issue de votre parcours de visite, vous voir attribuer des badges de compétences, tout un ressort. On a utilisé pas mal de vocabulaire et les ressorts de la gamification, notamment dans les jeux vidéo, ce parcours menait donc à une forme d'évaluation individuelle, mais qui pouvait aussi être collective, partagée avec ses compagnons de visite, autour de son propre esprit critique, puisque la moitié des gens considèrent qu'ils n'en ont pas. Donc, bon. Voilà, donc ça c'est vraiment le point important, c'est le biais cognitif dans notre quotidien. Tout ça, voilà, et avec l'enjeu de éprouver, en termes d'objectifs, éprouver l'esprit critique, acquérir un certain nombre d'outils, des réflexes qui peuvent être mis en œuvre au quotidien. On avait une volonté, une visée vraiment pragmatique du projet, c'est-à-dire de donner des trucs et astuces aux visiteurs pour augmenter son esprit critique, aussi une dimension évidemment de connaissance et de savoir, puisque c'est en savoir plus sur soi-même et sur notre fonctionnement, en découvrant les principaux biais cognitifs auxquels on est confronté, comprendre les apports de la démarche scientifique, et puis rendre les visiteurs confiants, alertes. Je ne me demandais pas pourquoi ces termes. Je vais aller un peu plus vite pour vous montrer le contexte. Donc l'idée, ça a été de faire finalement, de placer les visiteurs comme dans une sorte de ville. Donc l'exposition a joué la métaphore de la ville, décalée, avec tout un travail graphique et scénographique important donc de l'agence Trafic qu'on avait sélectionné. Et c'est important parce que vous voyez, rien qu'en termes de sémiologie, on va dire de l'image, c'est-à-dire la manière dont on écrit, la manière dont les signes graphiques qu'on va mobiliser pour communiquer et partager les connaissances ou interpeller les visiteurs font déjà partie en fait de la démarche d'éveil au biais et d'éveil à l'esprit critique, puisque des techniques très basiques et très classiques d'écrire en très gros, de mettre en gras, information, etc., de faire des césures à des moments justement qui créent de la confusion dans les titres, ça permet déjà de mettre en œuvre son esprit critique. Et tout ça, c'était l'environnement on va dire sémantique un peu de l'expo. Un projet, donc une visite découpée en 6 kiosques, en 6 étapes, on va dire. Donc le kiosque qui concerne toutes les dimensions, je les ai là. L'éducation média, alors la mairie, donc ça c'est la scénographie, donc peu importe. La mairie pour parler des biais argumentatifs, avec des vidéos justement où on va vous expliquer quelqu'un qui porte une cravate ou pas de cravate mais qui tient le même propos, on va se rendre compte que celui qui porte la cravate, on a tendance à le croire un peu plus que celui qui est un peu avachi sur sa chaise et sans cravate. Donc analyse de discours, faux arguments, posture non verbale aussi, très important. Le kiosque, c'était tout ce qui concernait l'éducation aux médias à l'information. Le spectacle sur la découverte du mentalisme, alors ça c'est un sujet très, très passionnant et pour les médiateurs ils sont bien éclatés avec ça. Le food truck sur la faillibilité de la mémoire, donc l'influence de la mémoire dans le processus de décision, voire du collectif. La super-aide sur les techniques marketing et la stèle aux idées mortes qui était en fait une sorte de clin d'œil humoristique pour faire en sorte que toutes les idées, les fausses idées qu'on a cru vraies à un moment donné, on se souvient in memoriam de ces idées. Les deux thématiques qui ont vraiment le plus happé les gens, qu'ils ont plébiscité, c'est la mairie et la supérette. Vraiment cette idée que l'esprit critique et le fait que justement on soit pris en défaut, on doive l'exercer, c'est vraiment dans la dimension du discours et notamment du discours politique. Ça rejoint les chiffres aussi qui placent les hommes politiques un petit peu en bas des échelles de confiance vis-à-vis de nos concitoyens. Et puis la supérette avec cette idée que en fait le marketing, tout le monde sait que ça existe. Personne ne sait vraiment les ressorts du marketing, on se doute qu'on se fait avoir, entre guillemets. Et donc il y avait vraiment cette idée de dire, ah bah oui, voilà, tac, un prix à 4,99 et un prix à 5 euros. Donc il y avait toute cette histoire, toute cette réflexion sur les chiffres, les accroches, les messages qui sont l'ordonnancement des messages qui vont faire que si on démarre par une promotion, on va être enclin plus facilement à aller acheter autre chose, etc. Donc voilà, on décryptait tout ça. Avec des fausses infos. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail de l'expo, c'est pour vous montrer un petit peu les images, avec test gratuit en gros, tout le monde y va, clairement. Donc
et puis ça c'était le parcours connecté avec les badges, hein, et donc à la fin de la visite, si vous avez des bons résultats à certaines manies, bah voilà, vous n'êtes pas un pigeon, ou alors vous êtes super sceptique, vous n'êtes pas dupe, bon bref. Voilà, Ensuite, bon, je ne rentre pas trop dans tous ces détails-là, ce que je voulais vous dire aussi, c'est donc comment, du coup l'expo elle est terminée chez nous, on a fait une étude de public pour voir un petit peu comment ça a été reçu et qu'est-ce que ça peut nous dire du rapport entre les visiteurs et l'esprit critique, et puis aussi comment nous, établissements de culture scientifique, institutions, associations, universités, acteurs de culture scientifique, voilà, comment on peut se positionner par rapport à ça et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, puisque ça c'est une expérimentation, hein, d'action. Donc ce qu'on a constaté, c'est que déjà il y avait en fait, et on était tous surpris dès le premier à Bordeaux, hein, dès la présentation à Cap Science, c'est qu'il y a eu une appétence très forte de la population pour ce sujet. Donc on a eu beaucoup de débats dans la production de l'expo sur le fait que c'était un sujet pour les intellos, que ça n'allait pas intéresser les familles, que c'était pas un sujet grand public, etc. Donc on avait des controverses, hein, entre collègues à ce niveau-là, puisqu'on a vraiment bossé ensemble, hein, Cap Science, Palais de la Découverte et Quai des Savoirs, donc c'était un gros projet où on a vraiment échangé beaucoup entre nous. Et vraiment, la réalité contredit complètement le fait que ce serait pour les intellos et que ce serait pas du tout grand public. Parce qu'on a eu énormément de public, donc à Bordeaux ils ont été surpris de la fréquentation. Nous aussi on a eu une très bonne fréquentation, donc déjà en termes de comparaison par rapport à d'autres expos, c'est une expo qui a très bien marché en termes de fréquentation, donc c'est un signe. Et puis surtout on a eu plus de 60% des visiteurs qui avaient moins de 30 ans. Ce qui arrive peu, pour pas dire jamais, mais c'était vraiment une expo avec un public très jeune, avec plus de 35% d'étudiants, mais des étudiants pas comme on voit d'habitude, je dirais, des étudiants en psychologie, en histoire, en sociaux, vraiment des étudiants pas du tout des disciplines scientifiques un peu traditionnelles qu'il peut y avoir dans les centres de sciences, bon, même si nous on travaille beaucoup sur les sciences humaines en fait, au Quai des Savoirs, mais bon, on a toujours cette image culture scientifique égale physique, biologie, et donc là on a eu beaucoup d'étudiants de ces origines, ce qui était très étonnant, et puis parmi tous les jeunes, donc puisqu'il y en a quand même une grande partie qui n'étaient pas étudiants, on a eu des étudiants, des jeunes en école hôtelière, enfin on a eu comme ça, alors pas la majorité évidemment, mais des gens qu'on a en fait très peu, quoi, pour pas dire jamais, donc des gens avec des diplômes pas très élevés, et avec un vrai intérêt et la motivation, puisqu'à chaque fois qu'on fait des études publiques, on pose la question de la motivation, qu'est-ce qui vous a poussé à venir, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous venez chercher dans ce type d'exposition. Et là, la motivation, elle est très très clairement sur l'esprit critique, avec cette idée qu'on se fait avoir en fait. Donc il y a un peu cette idée répandue alors dans cette population, qu'on passe son temps à se faire avoir, et que enfin quelqu'un va nous aider à ne pas se faire avoir. Donc il y a vraiment eu ça comme dans les verbatims, hein, dans les interactions avec le public, d'une part, et d'autre part, l'autre gros facteur de motivation, c'est le sujet qui montait et qui explose avec l'intelligence artificielle notamment, c'est la lutte contre les fake news et cette problématique médiatique. Donc vraiment une sorte de raccourci, hein, entre faire preuve d'esprit critique, bah, c'est voilà, lutter contre les rumeurs, les fausses informations, la désinformation, les fake news. On se fait avoir par les commerçants, bon ça on le sait depuis des dizaines d'années, et puis c'est un petit peu le jeu, et donc c'est pas mal qu'on soit armé vis-à-vis d'eux. Mais on se fait beaucoup avoir par Internet, les réseaux sociaux, et ça c'est très problématique. Et donc les jeunes eux-mêmes expriment ce besoin. Et alors le corps enseignant, j'allais dire, n'en parlez pas, enfin c'était, voilà, le raccourci c'était on va avoir l'expo sur les fake news, quoi. On va pas avoir l'expo sur l'esprit critique, on va avoir l'expo sur les fake news. Et le fake news représente uniquement, on en parlait dans le kiosque, où là on décortiquait à travers des exemples, hein, comment avec Photoshop à l'époque, c'était pas encore Midjourney ou ChatGPT, mais comment avec les outils technologiques, on peut fabriquer des fausses images qui vont faire le buzz sur les réseaux sociaux, comment fonctionnent les algorithmes, etc. Et donc ça a été vraiment un sujet d'intérêt et d'attraction et d'enjeu. On sentait vraiment pour les publics extrêmement fort. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Le dernier point, c'est que aussi, et ça contribue, enfin c'est pareil, ça va dans le même sens que cet enjeu. Enfin, il y avait vraiment une attente forte dans la société. C'est que ça s'exprime aussi à travers le fait que les principales motivations pour les parents, c'est de montrer à leurs enfants et de leur dire voilà, il faut que tu t'entraînes. Et donc il y a vraiment la dimension de la prescription. Elle est très forte dans ce projet. Bon là actuellement on a une expo sur les feux et les méga feux. Cet enjeu-là, il n'apparaît pas. C'est-à-dire que le fait que les parents disent il faut absolument que les enfants sachent que c'est que le feu, bon non, là ça marche pas. Par contre, il faut absolument qu'ils sachent que c'est que l'esprit critique.
là, cette motivation, elle sort très clairement dans les études de public. Ça va avec ce que pensent les profs aussi, les enseignants, enfin les attentes des enseignants. Bon. Moi, votre dans Manuel Daclat, j'ai intervenu tout à l'heure. Moi, je trouve que là, vous êtes vraiment dans l'éducation média, avec cette sur les fake news. Bon, personnellement, mais j'aurai l'occasion d'en parler un petit peu, je suis super malheureux que vous ayez choisi l'optique des biais cognitifs. Parce que les biais cognitifs, ça rentre dans le cadre. Mais c'est un plein air d'une théorie très particulière, extrêmement controversée dans les sciences sociales en général. Et du coup, ben voilà, vous prenez un angle. Mais enfin, voilà. Mais... Alors, je vais compléter ce qu'a dit Laurent, mais je pense qu'on n'a pas pris que les biais cognitifs. On s'est vraiment intéressé à tout l'éventail de tout ce qui fait l'esprit critique, c'est-à-dire aussi bien les biais, toutes les questions d'argumentation, déceler des faux arguments et éventuellement pouvoir reproduire de l'information. On s'est intéressé à la démarche scientifique. On a un pôle au centre, à l'Agora, où il y a un petit film sur la démarche scientifique et les idées reçues, ça parle comme ça de l'histoire des idées. Et une des démarches qui était originale et qui provient effectivement des recherches qui démarraient à ce moment-là sur l'évaluation des outils d'éducation à l'esprit critique de l'ANR, dont ça doit être le projet qu'on commence. C'était de savoir jauger sa confiance, calibrer sa confiance dans quelque chose. Et donc il y a plusieurs éléments où en fait on pose une question, mais c'est pas forcément la réponse qui est intéressante, c'est ce qu'on pense de la façon dont on en a répondu. Est-ce qu'on est sûr ou pas sûr de la question? Et on a au moins 5 ou 6 éléments comme ça. Donc en fait, on a autour des biais cognitifs, on a toute une gamme de possibilités. On ne s'est pas contenté que des biais cognitifs. Moi, je voulais poser la question de la programmation autour de l'expo. Voilà, ce que vous avez fait et ce que CapScience a fait, et pareil, qu'est-ce que vous avez proposé autour de ça? Plein de choses, donc, mais essentiellement, puisqu'on a eu beaucoup cet enjeu d'éducation aux médias qui est ressorti, on a organisé un certain nombre, alors en partenariat avec le rectorat, on a organisé des sessions notamment de formation. On a Thomas Huchon qui est venu sur Toulouse, qui était aussi financé dans le cadre d'un projet qu'il était en train de porter. Et donc on a organisé une formation pour médiateurs et enseignants un peu dévotés justement à l'éducation média cette fois-ci, pas forcément à l'esprit critique. Et donc en travaillant avec Thomas il venait de sortir son film La fabrique de l'information. Et l'expérience qu'il avait faite à Sciences Po Paris en faisant faire des rôles, des profils factices à des étudiants sur Facebook politisés pour voir un petit peu ce que ça pouvait produire à travers les guides de filtres, etc. Donc on était vraiment à un moment où on parlait de ça de plus en plus dans les médias. Donc on a fait ça, on a fait des soirées débats sur ce sujet, on a produit des podcasts aussi sur ce sujet. Donc ça a été beaucoup sur cet angle-là, effectivement, de l'éducation aux médias, clairement, où, effectivement, là, les biais, enfin, c'était plus le sujet, enfin, on n'était plus en train de convoquer l'explication par les biais, quand on a parlé d'éducation aux médias, on ne convoquait pas, moi, je n'étais pas sur l'enjeu des biais cognitifs. Donc, il y a eu essentiellement ça, et puis après, beaucoup d'ateliers, des visites commentées, des visites guidées, des visites animées, on va dire, par nos équipes de médiation, qui organisaient beaucoup de débats mouvants au sein de l'exposition, puisqu'il y a beaucoup de dispositifs qui permettent ça. Et ça fonctionne toujours très bien, et ça va plus loin que simplement les manips, donc ça permettait d'aller un peu plus loin. Voilà, enfin, comme je disais, par rapport au festival, on a aussi travaillé sur de la production ou de la création autour de dispositifs qui mettent en scène des fake news ou qui jouent sur ces côtés manipulateurs, ou en tous les cas, on a un artiste qui s'appelle Alain Josso qui est venu faire une installation qui produit du JT de guerre en permanence, et c'est assez bluffant. Et là, ce qu'on voit avec le conflit israélo-palestinien, c'est des images on voit c'est toujours le même régime d'image qu'on voit, des immeubles détruits, vus de drones, etc. Et ça, il les produisait en direct sur une maquette de carton mâché avec une toute petite caméra. Et en fait, à la télé, c'est bluffant, et puis au moniteur à côté, puis en fait, ça venait de là. Bon, et puis il avait bossé sur aussi un robot qui parlait les news de Google en automatique. Enfin, bref, tout un travail aussi d'exploration de tous les dispositifs d'imitation et de tromperie. Et bon, on sait si on a. Et le jeu dont tu parlais, il a été utilisé dans des médiations Oui, le jeu aussi, dans des médiations, effectivement, on l'a utilisé dans des médiations. Alors il est sorti un tout petit peu après le début de l'expo, mais ouais.
On va prendre d'autres questions. Après, je suis désolée, on est censé finir à 12h45. Je vous propose qu'on avance si on veut avoir un petit débat plus général. Bon, bonjour à tous. Alors, voilà, je me suis posé un peu des questions sur comment aborder cette petite intervention, sachant que moi je ne suis pas du monde de la médiation scientifique. Je suis dans ce qu'on appelle les sciences de l'information et de la communication. Donc effectivement, dans les sciences de l'information et de la communication, on a tout un chapitre sur l'éducation média. Et puis alors, voilà, on se pose bien sûr la question de qu'est-ce que c'est que la fiabilité d'un document, la fiabilité de traces, ce genre de choses. Mais là, je vais vous parler d'une perspective un peu différente, qui est celle de la manière dont finalement un certain nombre, les chercheurs eux-mêmes se posent la question de la critique, et donc forcément les théories critiques qui sont élaborées par les chercheurs, par exemple on pourrait dire que le fait d'être dans une perspective inspirée par le marxisme à certains moments, c'était être dans une théorie critique. Elle nous challenge beaucoup. Parce que finalement, vous savez que les recherches sont financées de plus en plus aujourd'hui, elles ont toujours été par la demande sociale, par l'État, par des entreprises. Et donc, si vous voulez, pour nous, de manière intime, de manière personnelle, la question de se dire qu'est-ce que ça veut dire que de développer des programmes scientifiques qui ont une portée critique se pose. Vous voyez, donc on n'est pas tellement dans la logique d'un rapport à un public qui viendrait, et on se dirait, mais finalement, quel est son rapport à la science, finalement, pour nous, l'idée c'est que pour développer l'esprit critique, il faut des programmes de recherche scientifique critique. C'est-à-dire que il faut, en vérité, la science est loin d'être un long fleuve tranquille. Moi finalement, du point de vue des associations citoyennes dont je me sens le plus proche, c'est l'association, justement l'association Sciences Citoyennes, qui doit, pour regarder son préambule, il commence par dire, voilà, dans l'histoire récente, les scientifiques professionnels consciencieux ont produit la bombe atomique, l'agent orange, la chlorkédone, la thalidomide, avec des conséquences que l'on connaît. Ce sont toujours des scientifiques professionnels consciencieux qui nous proposent aujourd'hui des technologies vertes, l'intelligence artificielle, les biotechnologies, la géoingénierie, la fusion nucléaire, censées améliorer nos vies et réparer les dégâts de notre civilisation. Est-il encore aujourd'hui possible d'émettre des doutes sur les promesses faites par ces scientifiques qui savent ? Pouvons-nous encore remettre la science en question dans le contexte actuel de dérèglement climatique et d'effondrement du vivant, alors des injonctions permanentes à écouter la science ? La science occidentale dite moderne est l'aboutissement d'un parcours qui l'a irrémédiablement éloigné des savoirs empiriques qui nous permettaient de comprendre le monde. Mais ça, vous retrouvez ça sur le site de l'association Sciences Citoyennes. Vous voyez à quel point c'est une manière différente d'aborder la question de la critique que celle de l'éducation média, sur lequel d'ailleurs nous on a aussi beaucoup de critiques à formuler, mais bon, c'est tout à fait un autre sujet. Donc voilà, nous on a par exemple ma collègue Joëlle Lemarec, chercheuse au MNHN, mon professeur qui était directrice d'un des plus grands labos d'Infocom en France. Elle vient de sortir un numéro spécial sur Fabrique des ignorances et responsabilité des chercheurs et des chercheuses. Donc c'est vraiment ça pour nous la question, c'est de rendre sensible les collègues et bien entendu le public, parce que moi je ne conçois pas, nous on est en permanence dans la recherche-intervention, et je vous expliquerai pourquoi à mon avis c'est la seule, c'est une posture épistémologique vraiment essentielle, si on a du temps là, mais nous on est en permanence confrontés au fait qu'il y a des théories scientifiques qui s'affrontent, et que le fait que quelqu'un adhère à telle théorie scientifique ou à telle autre n'est pas du tout neutre du point de vue de son positionnement dans le champ social. Moi, si vous voulez, mon parcours, j'ai commencé dans la psychosociale, psychocognitive, intelligence artificielle, plutôt système expert, maintenant sciences de l'information et de l'informatique, sciences de l'information et de la communication. Comme j'ai beaucoup bougé dans ces disciplines, je n'ai pas fait autre chose que de voir des évolutions de paradigme qui étaient en opposition complète. Donc, alors je sais pas, on peut prendre différents exemples. En fait, j'étais amené à réfléchir à ça, vous trouverez mes textes pendant la crise sanitaire, mais en vérité, il y a plein d'autres exemples qui sont moins sensibles. Prenez le cas de l'économie. Si vous voulez, la plupart des prix Nobel d'économie, se revendiquent d'une économie dite néoclassique, dans lequel le but en microéconomie du consommateur, c'est d'optimiser ses rendements, c'est ça la seule valeur pour l'être humain. Donc, et il y a d'autres champs économiques qui sont ce qu'on appelle l'économie critique, l'économie des conventions, la théorie de la régulation, qui considèrent que ce postulat est tout simplement faux. Et la moitié des prix Nobel,
sur ce paradigme de l'économie néoclassique. Hein. Donc, vous voyez bien ce qu'il faut dire au public, c'est attendez, là, quand on vous dit que les économistes disent que, non, il y a d'autres théories. Hein. Bon. On pourrait dire la même chose sur les neurosciences. Moi, j'ai commencé mes études de psycho, c'était le behaviorisme. Hein. Donc, alors, il y a longtemps maintenant, sont apparues les sciences cognitives. Mais attention, les sciences cognitives dans une orientation qui n'était pas du tout celle des neurosciences, qui était celle plutôt de ce qu'on appelle le modèle computationnel, c'est-à-dire qu'on s'inspirait de l'informatique pour essayer de modéliser l'esprit, et non pas le cerveau. Hein. Et donc on nous a dit, le behaviorisme c'est dépassé, c'est faux. Et puis petit à petit finalement, comme la place de la biologie est très puissante en France, notamment, et que le rapport psychologie-neurosciences a toujours été très complexe, finalement on a rebasculé, et aujourd'hui la seule explication possible de l'intelligence, du comportement, c'est le cerveau. Et donc tous les travaux sur une psychologie qui serait ancrée, si vous voulez, dans une dimension culturelle, narrative, sur l'histoire, enfin, sont balayés. Et donc moi je suis très malheureux quand toutes les explications qui sont fournies de l'échec scolaire ou autres sont ramenées aux neurosciences. Le fait aujourd'hui que le président du Conseil scientifique de l'éducation nationale, ce soit un chercheur en neurosciences, il faut que vous sachiez que pour la majorité des chercheurs en sciences de l'éducation, c'est juste une hérésie. Donc le public, il a besoin d'entendre ça. Il a besoin d'entendre de dire des choses comme attention, non, c'est pas du tout évident que pour rendre compte de l'échec scolaire, vous n'ayez que les recherches neuroscientifiques à regarder. Lisez plutôt Bourdieu, lisez la reproduction sociale, lisez comment aujourd'hui, dans l'institution scolaire, tout est fait pour reproduire. Pourquoi les enfants sont mauvais en mathématiques? C'est pas des biais cognitifs, c'est parce que les mathématiques, ça sert à sélectionner les meilleurs. Et donc, si c'était le latin, ils auraient des problèmes en latin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout à fait automatique, ça n'a rien à voir avec des questions psychologiques sur la compréhension des mathématiques. C'est qu'on fait tout pour que cette discipline soit utilisée comme un critère de discrimination entre ceux qui vont faire des parcours d'excellence et ceux qui ne vont pas faire des parcours d'excellence. Alors bien sûr, il y a peut-être aussi, de manière marginale, des éléments de représentation spatiale entre garçons et filles sur la géométrie. Mais si vous voulez, pour nous, c'est tellement, nous en sciences humaines et sociales, c'est tellement epsilonesque que, encore un autre exemple sur l'IA. Je veux dire, moi j'ai fait ma thèse sur l'intelligence artificielle dans les années 90-2000. Quand j'ai terminé ma thèse, il n'y avait plus de boulot en IA. On nous avait vendu, que l'intelligence artificielle, ça allait apprendre, ça allait tout. Puis après, on avait tellement honte de faire des recherches en IA dans les entreprises. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans les entreprises. On disait, non, c'est de l'informatique avancée, surtout pas de l'IA. Puis maintenant, on voit réapparaître avec les réseaux de neurones des succès computationnels intéressants. Et donc, on réentend les mêmes bêtises sur l'IA, que dans l'IA, il y aurait de l'intelligence, qu'on pourrait remplacer les gens, parce que l'IA serait plus... Si on remplace les gens par l'informatique, c'est pas parce que l'informatique est plus intelligente que les gens, c'est parce que ça fait gagner de l'argent, qu'on dégrade la prestation de service, qu'on fait des choses standardisées, mais qu'on gagne des sous, du point de vue du... C'est pas du tout parce qu'il y a de l'intelligence dans les... Mais moi, j'ai encore des collègues qui me disent, si, moi j'ai un programme d'intelligence artificielle forte. Je pense qu'un jour, des collègues en informatique, qui publient et tout ça, qui disent oui, on va arriver à une intelligence générale qui va dépasser, Donc il faut absolument, là aussi, avoir des programmes critiques. Donc, en gros, alors on ne parle pas de la santé publique et de la manière totalement autoritaire dans laquelle elle a été imposée, alors que tous les chercheurs en santé publique disent, si vous voulez des effets, n'imposez pas, expliquez, faites adhérer. Et là, alors, comme j'ai déjà passé un peu de temps à vous raconter ça, combien il reste de temps? Alors, nous sommes censés finir dans un quart d'heure. Donc, non, mais moi j'ai commencé il y a quoi, 10 minutes, 5 minutes? Plutôt 5. Donc, tout ça pour vous dire que, quand moi j'ai terminé cet article, alors, donc l'histoire un peu de cette réflexion, je vous donne un peu, c'est toujours intéressant d'avoir un peu l'origine, c'est que moi, pendant la crise sanitaire, j'ai été très intéressé justement par avoir des discours critiques. Et je me suis beaucoup intéressé sur les réseaux sociaux. Alors vous savez que nous aussi, en sciences de l'information et de la communication, on n'a pas du tout le discours de Monsieur Tout-le-Monde sur les réseaux sociaux. J'ai une collègue qui s'appelle Anne Cordier, je vous invite à lire ses textes, sur comment les jeunes utilisent les réseaux sociaux, qui nous disent que, ils sont exactement comme tout le monde, que c'est des pratiques informationnelles de très haut niveau qu'ils peuvent développer à travers les réseaux sociaux, que c'est beaucoup des pratiques de loisirs, que l'adolescence c'est un moment où on veut du loisir, donc ils cherchent ça, mais cette idée, si vous voulez, selon laquelle il y aurait une espèce de malédiction de l'internet autour de la... Bon, on la partage pas nous, mais on pourra en parler plus longtemps. Donc moi je me suis beaucoup intéressé sur le réseau LinkedIn, qui est un réseau très particulier aux controverses sur la gestion de la crise sanitaire. Et donc je me suis retrouvé à étudier des groupes qui n'étaient pas des groupes composés de scientifiques, de chercheurs, de consultants, qui de manière systématique étaient contre les mesures sanitaires prises par le gouvernement. Et ils n'avaient aucune audience. Donc
je me suis dit, mais comment, parce qu'en fait, le gros problème, c'est que ces controverses, elles sont restées, si vous voulez, confinées. Et donc, de notre point de vue, de mon point de vue, parce qu'il n'y a pas eu ces controverses, on a eu le développement d'une certaine forme de complotisme. Ce mot, maintenant, on ne peut plus l'utiliser, hein, mais bon, d'une certaine forme de complotisme un peu, on va dire, un peu paranoïque, hein, parce que justement, le débat n'avait pas lieu. Et que le public, il a besoin en permanence qu'on lui dise non, c'est pas vrai, qu'on me dit there is no other way, là, comme Thatcher, c'est faux, il y a toujours d'autres possibilités. C'est ça que nous, médiateurs des sciences, si on devait en faire, on doit affirmer en permanence. Voilà, bon. Donc je me suis dit, mais finalement, quelle est ma posture quand je m'intéresse à ces groupes et du coup, je me suis dit, finalement, c'est une posture assez classique en études des sciences, parce que depuis très longtemps, les études des sciences relativisent énormément la posture du scientifique, sachant, totalement rationnel, doté d'une autorité. Bon. Il y a plusieurs exemples, alors je vais très vite là, mais vous savez que par exemple, donc, les épistémologies du point de vue issues des études de genre et du féminisme ont montré que, c'est Donna Haraway, elle dit que finalement pendant très longtemps, les biologistes qui étudiaient la vie sociale des primates, comme c'était des hommes, ils ont mis en évidence la théorie du mâle dominant, et quand ça a été des femmes, elles ont montré des comportements beaucoup plus subtils à l'intérieur des groupes de singes. Hein. Donc c'est-à-dire que là, ça montre bien à quel point, selon le point de vue avec lequel vous arrivez, évidemment, si vous commandez des études économiques et que vous êtes vous-même le patron d'AXA ou le ministère de l'économie, vous n'allez pas avoir orienté de la même manière les résultats. Donc c'est ça qu'on appelle l'épistémologie du point de vue. Et cette épistémologie du point de vue, elle est liée à cette idée, de mon point de vue, alors ça c'est un peu long à expliquer, mais on pourra en reparler, de la recherche-action, au sens où Kurt Lewin en a parlé, c'est-à-dire que lui travaillait sur comment on pourrait augmenter l'estime de soi des groupes minoritaires pour qu'ils soient plus indépendants, plus capables de coopérer. Et si vous voulez, nous on revendique beaucoup cette question du fait qu'on doit toujours négocier avec le commanditaire, ce commanditaire soit l'État, ce soit l'AMR, on devrait, en fait on ne peut pas, mais quand on fait avec des organisations, des associations, des entreprises, on peut, le statut de l'intervention qu'on fait. Et donc il y a un chercheur en sciences de gestion, qui est un des meilleurs théoriciens des sciences de gestion, qui s'appelle Armand Hattuel, c'est celui des entreprises à mission et autres, qui explique que de toute façon, on ne peut pas ne pas intervenir autour d'un mythe rationnel. Et que c'est normal d'intervenir autour d'un mythe rationnel. On pourrait dire que en permanence, on va trouver le super vaccin, on va trouver le super programme informatique, on va trouver le super système de gestion. Ce sont des mythes rationnels. Ils nous font rentrer dans la demande, mais notre rôle, c'est toujours de déconstruire ces mythes pour prendre de la distance, pour montrer quels acteurs les défendent, pour organiser des débats, Donc, pour essayer d'être un peu neutre, je me suis dit, en fait, il y a deux types de mythes rationnels. Des mythes rationnels portés par ce qu'on pourrait appeler des groupes dominants, et des mythes rationnels qui sont aussi portés par des groupes subalternes. Et moi, je crois que ça a beaucoup de sens quand même dans la société. On le sent très très bien quand même. Qu'est-ce que c'est que... Moi, je ne suis pas un grand adepte des histoires de pouvoir, mais on sent très très bien ce que c'est qu'un groupe dominant et un groupe subalterne. Donc, alors on pourrait théoriser si vous voulez, mais bon. Donc, les mythes rationnels qui alimentent les recherches des groupes dominants, c'est souvent, ça va être le nouveau management, l'état plateforme, la police de sécurité du quotidien, la pertinence des services de soins. Ce ne sont pas du tout des mythes rationnels inintéressants. Les mythes rationnels qui relèvent des groupes subalternes, ça va être l'éducation alternative, les médecines alternatives, des modèles économiques hétérodoxes, l'écoféminisme, la permaculture, la collapsologie, l'autogestion anarchiste. Vous voyez donc, il y a différents mythes rationnels qui sont tout aussi intéressants les uns que les autres. Et la question, c'est de se dire, nous finalement, comment on se positionne en tant que chercheur par rapport à cette... Alors, je ne rentre pas trop dans le détail, mais enfin, si vous voulez, l'épistémologie dont se dotent les acteurs quand eux-mêmes ils analysent le réel. Est-ce que, ils ont une épistémologie standard ou alternative? Et alors, pour conclure, je vais juste vous dire la posture épistémique que moi j'ai essayé d'adopter et que je pense qu'on a vraiment intérêt à adopter dans des programmes de recherche critiques, c'est que, en gros,
beaucoup de groupes subalternes vont développer. Alors, il y en a qui s'inscrivent, si vous voulez, dans une espèce de vision du monde dominante et qui, à l'intérieur de cette vision du monde, développent des postures critiques. C'est tout à fait légitime. On pourrait dire que les syndicats, par exemple, quand ils remettent en cause, qu'ils demandent une augmentation des salaires des salariés, ils ont vraiment raison de le faire, parce qu'on voit les régimes d'inégalité que Piketty nous montre. Mais je veux dire, ils ne remettent pas en cause le système de production classique. Alors qu'il y a beaucoup de groupes subalternes militants qui, eux, vont vraiment remettre en cause, dans le champ de l'écologie et autres, ces modèles. Et là, en fait, ces acteurs subalternes, par leur pratique, par les risques qu'ils prennent, par la façon dont ils se positionnent, ils nous aident, nous, à découvrir des éléments de réalité tout à fait nouveaux. C'est-à-dire qu'ils nous invitent, nous, chercheurs, à adapter des épistémologies alternatives. C'est vraiment le cas du féminisme. Les premières féministes qui ont commencé à parler d'études de genre et autres, elles étaient peut-être des militantes, je ne parle pas des chercheuses. Je veux dire, elles étaient à la risée, elles ont pris de tout le monde, elles ont pris des risques d'être emprisonnées, d'être mal vues. Puis petit à petit, voilà, on a accordé une forme d'intérêt à ces pratiques alternatives et on a développé des théories sur ce champ-là. À mon avis, voilà, il y a la même chose sur l'éducation alternative, il y a la même chose sur l'autogestion anarchiste dans le monde politique, il y a la même chose potentiellement sur la santé alternative qui est vraiment quelque chose de... aujourd'hui, quand on voit la dimension technoscientifique dans le monde médical, c'est vraiment quelque chose de très fort. Donc ça nous invite... Alors c'est des gens qui prennent des risques. On voit bien les critiques ceux qui ont critiqué la gestion de la crise sanitaire, ils le payent très 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 cher. On peut prendre des dizaines d'exemples. Nous, on a des directeurs de sociologie ici qui ont signé des pétitions contre Laurent Mukeli. Vous savez, Laurent Mukeli, vous avez entendu un peu l'histoire, qui a fait son blog sur Mediapart en faisant plein d'interviews. Je veux dire, il y a d'autres collègues qui disent non, il ne doit pas s'exprimer. On a été dans un système qui était entre le macartisme et le moment de l'Union soviétique. Dès que vous avez une critique, c'était bon. Donc, on prend beaucoup de risques, mais nous, ça nous invite à nous repositionner. Et en fait, pour moi, l'éducation à l'esprit critique, c'est finalement s'ouvrir à des programmes de recherche critique, montrer au public que la science, elle est faite de toute une série d'oppositions, qu'il y a d'ailleurs pas une vérité. Vous voyez, moi je veux dire, quand je parle du mythe rationnel des subalternes ou du mythe rationnel des dominants, voilà, les deux ont leur intérêt, mais en tout cas, sachez d'abord que c'est des mythes, et sachez que nous, scientifiques, on prend de la distance et qu'on est conscient de la diversité des positions et des postures. Donc, Laurent, j'attends la prochaine exposition sur les programmes de recherche critique, et à mon avis, si tu veux, c'est vraiment ça qui, plus que les questions d'éducation média, et certainement plus que les questions de biais cognitifs, qui alors, si vous voulez, sur les biais cognitifs, il y a un texte de Lordon absolument extraordinaire, La panique anticomplotiste, où il démontre complètement la dimension 100% idéologique du recours au biais. Quand le dominant dit au subalterne, non mais tu sais pourquoi tu donnes, c'est parce que tu es biaisé dans le fond. Donc en fait, c'est une façon de couper toute contestation. Alors, je ne sais pas pour dire que, bien sûr, il n'y a pas des éléments, mais encore une fois, l'usage social qui est fait de cette notion est terrible. Voilà, j'en ai fini. Alors, il nous reste en vrai même pas 10 minutes pour débattre, mais on va pas nous chasser non plus, donc on peut dépasser un petit peu, sachant que ça reprend à 14h, donc voilà, tout le monde a le temps d'aller déjeuner. Donc voilà, si vous voulez intervenir, ou de manière plus générale, ou sur l'intervention de monsieur. Moi, je veux bien rebondir sur ce que vous avez dit, parce que ça fait écho à une expérience là qui a eu lieu, alors avec un petit lieu qui est plutôt un centre d'art contemporain à Malakoff, qui pendant 5 mois a coupé les fluides. Donc, voilà, ils se sont dit, face aux questions d'urgence climatique, si on veut savoir s'adapter un jour, faisons l'expérience de voir comment on s'adapterait maintenant pour se préparer le jour où vraiment on en aura besoin. Et en fait, donc ils ont travaillé avec des artistes qui travaillaient aussi sur cette thématique-là. Et en fait, ce qu'elles disent, c'est qu'ils ont eu 60% de fréquentation en plus. Donc je me demande s'il n'y a pas effectivement une appétence du public pour ces questions-là aussi. Et toute la question est de savoir comment dans nos grosses institutions, où on n'est pas du tout peut-être armé ou équipé, c'est un renversement un peu de façon de penser, d'aborder ces questions-là. Je ne sais pas si vous avez des réflexions un peu similaires. Couper les fluides, excusez-moi, ça voulait dire ils ont coupé l'électricité, le chauffage, le téléphone, Internet, tout, et donc ils ont vécu pendant 5 mois
avec à minima, ils avaient juste gardé 3 heures d'internet le matin par personne, et en fait une des personnes administratrices avait vraiment besoin d'énormément de contact avec les entités extérieures, donc elle, ils lui donnaient leurs heures d'internet. C'était voilà. quoi, ce module ? C'était le Centre des Arts de Malakoff. Et en fait, voilà, non, ce qui est intéressant, c'est que c'était une démarche un peu en rupture par rapport à... Enfin, voilà, c'est pas fréquent d'avoir un lieu qui fait ça. Mais du coup, le fait qu'il y ait une rupture fait que ça a intéressé les gens, et du coup, ça a effectivement... Et ça correspondait à des questions que le public se pose aussi. Donc, c'est peut-être pas forcément des questions permanentes. Enfin, ça peut faire partie des questions qu'on se pose. L'idée de l'association citoyenne, c'est vraiment que le public est un acteur à part entière. D'abord, il détient énormément de savoir sur les situations empiriques auxquelles il est confronté, et il est un acteur à part entière de la production de connaissances, et pas simplement pour rechercher des données, tu sais, comme dans les programmes du MNHN, où on va regarder les oiseaux, y compris dans la création de... Et moi, je pense que ça, c'est quand même... voilà, c'est le grand message de cette association, je trouve. Du coup, ouais, Régis Brédé, je suis enseignant-chercheur ici, au CNAM, HT2S, et je me posais, déjà une première remarque sur la question de l'intelligence artificielle que tu évoquais tout à l'heure, ça me posait question quand même, parce que moi, dans l'histoire des sciences et des techniques, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire de dire on ne peut pas parler d'intelligence en matière d'intelligence artificielle, c'est-à-dire c'est un concept, donc on peut parler aussi de la ville intelligente, donc enfin, je ne comprends pas bien ce que ça veut dire. Alors peut-être si tu veux répondre. Et puis l'autre chose que je voulais dire, c'est que tout à l'heure on se posait la question de qu'est-ce qui fait qu'on fait confiance à des médias, et je me posais la question, je suis tout le temps un petit peu à faire des objets de médiation avec mes étudiants, et j'insiste quand même beaucoup sur la notion de source, et je me posais la question, est-ce que précisément les médias auxquels on fait confiance, c'est pas ceux qui référencent correctement ce qu'ils font. Voilà, c'était juste simplement un élément. Voilà. Très vite, pour ne pas prendre trop de temps, puis on en reparlera, on ne peut pas parler d'intelligence au sens où les psychologues parlent d'intelligence. C'est-à-dire, tu vois, de capacité à résoudre des problèmes dans des situations concrètes, voilà. Ouais, c'est autre chose. Mais le problème, c'est qu'il y a une polysémie, comme toujours. Hein, voilà, parce qu'effectivement, la vie... Pardon. Merci. Au fond, là et là. Voilà. Ok, ce sera une question peut-être plus générale. Donc je suis Christine Laclé, enseignante-chercheur en biologie à Sorbonne Université, et je coordonne la mineure communication et médiation scientifique, dans laquelle interviennent les petits débrouillards également. Du coup, c'était une question que m'avait inspiré l'exposition, que moi j'ai trouvé vraiment très intéressante, parce qu'en tant que biologiste, je travaille sur le développement embryonnaire du cerveau, et donc un cerveau est déjà très actif et a beaucoup de compétences dès les stades embryonnaires et fétaux. Et évidemment, moi je ne mettrais pas en opposition l'inné et l'acquis, puisque en fait tout notre apprentissage dès notre plus jeune âge repose sur les fonctionnements, les connexions qui se créent, et que un enfant il a toutes les capacités du monde, il peut absorber toutes les, qu'est-ce qu'il fait toutes les langues, anglais ou français, toutes les bien langues, qu'il a été mis dans un milieu anglais ou français. Voilà. Donc en fait, voilà, pour moi il n'y a pas de dichotomie à faire entre le cerveau et son fonctionnement et l'environnement dans lequel nous baignons, parce que évidemment on est conditionné, voire parfois manipulé par cet environnement. Du coup, la question à laquelle je voulais revenir, c'était on parle de la méthode scientifique, ça a été un peu évoqué dans des premières discussions, mais en fait, je trouve que même si on fait la part sciences dures et sciences douces, en fait, il y a des méthodes scientifiques, il y a quand même des philosophes qui ont explicité les styles de raisonnement scientifique, et que faire une distinction entre la façon dont on va classer les choses quand on fait de la taxinomie, ou quand on va faire de la science expérimentale, ou quand on va expliquer l'évolution sur des temps très longs, et je ne parle pas de la démonstration mathématique et des statistiques, probabilités par ailleurs, mais en gros, il y a des objets qui sont des objets singuliers, il y a des objets qui sont pluriels, des populations, des communautés, et du coup, dans tout ce qui est apprentissage de l'esprit scientifique, évidemment, on va pas pouvoir... Pour moi, ces démarches, elles sont fondamentales, parce qu'on ne peut pas appliquer les mêmes raisonnements selon les questions qui sont posées, les objets d'étude. C'est excellent. Moi, c'est effectivement dans les sciences naturelles, quand on est un géologue,
Je veux dire, on travaille sur des phénomènes totalement singuliers, purement par observation, on n'est pas du tout dans les sciences expérimentales. C'est tout aussi scientifique que de faire des sciences expérimentales sur des bouts de génome. Mais c'est pas la même méthode. Mais c'est pas la même méthode, mais c'est tout aussi scientifique. Voilà. Et effectivement, il y a une espèce de tendance à nous ramener toujours à des schémas, dans le fond, où finalement la quantification domine, alors que les sciences de l'observation, alors dans les sciences humaines c'est majeur, mais dans les sciences de la nature c'est également observé. Enfin, il y a des méthodes différentes et il y a aussi des méthodes expérimentales qui sont tout à fait justifiées. Hein. Mais la façon qu'on a eu de contourner ça, c'est qu'en fait on prend un exemple particulier avec sa méthode à lui. Enfin, là, l'idée c'était de montrer qu'en fait les choses n'étaient pas acquises une fois pour toutes et donc montrer qu'il y avait toute une phase de consensus et éventuellement que les théories pouvaient être rejetées à un moment donné. Et il y a un petit film qui prend l'exemple des rayons N, qui à un moment donné, pour une raison qui avait l'air tout à fait légitime, ont été validés comme une théorie valable, et puis qui, à un moment donné, la tendance est inversée. Donc voilà, on a pris juste un exemple, parce qu'effectivement, on est bien conscient qu'on ne peut pas systématiquement prendre toutes les recherches scientifiques ne répondent pas au même schéma d'interprétation. Et du coup, c'est un peu la difficulté. Et puis, l'autre autre pirouette, c'est qu'on prend ce qui est muséographiable. Hein. Ce qui n'est pas, on n'y arrive pas. On n'est pas le meilleur média pour faire ça. Il y a autre chose. Et notamment, il y avait beaucoup de médiation humaine dans l'exposition, notamment au Quai des Savoirs, à Cap Science aussi, avec des gens qui venaient de ces différents champs scientifiques, de divers champs scientifiques, et qui du coup, par leur expérience et je pense par les échanges avec les visiteurs et les visiteuses, j'ai pas tout vu, hein, mais ce que j'en ai vu, c'était assez riche, donc je pense que c'est à ce moment-là que les discussions peuvent compléter. Je pense que vous avez l'habitude de... La médiation, c'est au moins aussi important que l'objet autonome en visite autonome. Je pense que l'intéressant, c'est qu'en fait, ces subtilités-là, on ne peut pas tout dire au même endroit et en même temps. Et en fait, c'est plutôt qu'en multipliant les dispositifs, et dans l'espace, l'exposition de plus, la médiation de plus, et dans le temps, c'est-à-dire. Alors, on va voir. Et c'est vrai que nous, c'est des sciences d'industrie, on a la place pour potentiellement multiplier les approches et les dispositifs pour aborder avec subtilité cette nuance de démarche. Et pas rester sur un seul discours d'une seule démarche scientifique, etc. Ce qui est intéressant, c'est la question de la recherche-action, qui effectivement. On en met un peu en place, d'ailleurs avec Crème en ce moment, plutôt avec les médiateurs scientifiques de l'établissement, et on arrive dans une démarche où on va aussi essayer d'intégrer le public. C'est vrai, je pense que c'est aussi, Zachary Boubli, je suis doctorant au HT2S et guide conférencier, et oui, effectivement, il y a une pluralité des audiences, une pluralité des publics qui fait qu'effectivement, il y a à la fois la multiplicité, je pense qu'il y a aussi l'adaptabilité. Le premier échelon, c'est par exemple l'adaptabilité linguistique, c'est d'avoir les contenus en disponibles en plusieurs langues. En plusieurs niveaux. Et je pense que aussi, ce que j'ai observé dans mon boulot, c'est que la pratique de la chose vous rend plus familier avec les différents types de publics, et donc a tendance à vous rendre plus adaptable. Mais ça, c'est aussi une qualité indispensable des médiateurs. Alors, moi je suis Alice Mounissami, je suis responsable du pôle Sciences, Société et Transition du CNAM Pays de la Loire. Et on m'a donné la difficile mission de faire une expo expérientielle autour de l'apprendre à apprendre en anthropocène. Et en fait, je ne pensais pas que j'allais ouvrir la Seconde Guerre mondiale et de l'épistémologie, mais c'est un peu le cas. Je me suis vraiment... j'ai essuyé 2 démissions de commissaires scientifiques, des trucs, un conflit ouvert avec les artistes. C'était vraiment très difficile. Et il y avait cette question de quelle épistémologie on souhaite parler dans cette question, et comment en fait la dimension anthropocène qui avait été initialement pensée comme un contexte comme un autre, parce que les apprentissages sont situés, donc anthropocène ou autre chose, c'est pas grave, c'est un petit contexte anecdotique qui a en fait finalement remet complètement en question ce truc de l'apprendre à apprendre, et qu'est-ce qu'on avait vraiment envie d'en dire, et comment on a introduit une pensée critique par rapport à ça.
Et donc, je suis allée chercher des militants de la ZAD, je suis allée chercher des chercheurs en philosophie des sciences de l'éducation, des chercheuses en pédagogie au CNAM, et en fait, avec une difficulté de mise en dialogue phénoménale. Et donc, mon expo, pour l'instant, c'est une sorte de millefeuille de strates critiques entre elles qui ne souhaitent pas vraiment se parler. Et donc voilà, quand vous avez parlé de prendre du risque, alors là je suis en plein dedans, j'ai vraiment tout, on a essayé les militants, ça marche pas non plus parce qu'effectivement on est sur des groupes subalternes qui sont aussi dans des malheureusement dans une pour exister doivent exister un peu seuls aussi, enfin pas forcément et pourtant voilà, c'était vraiment l'idée de se dire est-ce que le CNAM peut se remettre en question au regard de justement de ce que pense de la pensée anticapitaliste, etc. Et qu'est-ce qu'on en gagne pour les apprentissages, mais en fait de l'autre côté aussi, moi j'ai vu plein en fait il y a une forme de difficulté à mettre en scène à la fois cette identité subalterne et les rapports plus dominants en fait à l'apprentissage, de les mettre en musique ensemble. Et donc je voulais plus votre avis là-dessus, sur comment en fait on confronte ces épistémologies de manière compréhensible, claire, à l'intérieur de ce genre de nœud. Super dur, hein. Peut-être un peu d'art, un peu de décaler, de faire un pas de côté. Non mais là, on en parle avec plaisir. Mais il y avait des artistes, des conflits ouverts avec les artistes. C'est ça. C'est parce qu'en fait, si on met le curseur trop loin dans les arts, on perd aussi la partie médiation, esprit critique, et tout ça. Donc c'est un jeu d'équilibre, quoi. Enfin, on est parti plutôt sur le versant de la performance théâtralisée, justement pour mettre en œuvre les apprentissages, et notamment la question de l'esprit critique à travers le fait de voir quelqu'un en train d'apprendre et de traverser des situations sur le temps long, sur 3 semaines dans ces performances-là. Mais après, il y a beaucoup parce qu'elle essaie de pratiquer la tour, parce que nous on fait beaucoup, c'est cette idée d'une collaboration par le public, tu sais, autour d'un certain nombre de questions, en disant il n'y a pas vraiment de réponse, mais on va mettre en place un protocole qui va permettre de poser, et du coup tu présentes tes intervenants comme étant des ressources, tu vois. Alors là, vous avez la ressource, le type très scientiste en termes de vous avez la ressource plus critique, vous avez et maintenant vous quel type d'élaboration, tu vois. Mais bon, après c'est pas la temporalité, tout ça. Mais ouais, je serais contente d'en parler. Oui, pour rebondir là-dessus, et ce que tu as dit Manuel, je pense que en fait la question c'est qu'on n'est pas neutre justement, et ça fait des années que je me bats contre ce terme dans notre milieu où tout le monde considère qu'en faisant de la médiation scientifique on est neutre. Je pense que c'est totalement faux, et ton intervention était magnifique de parti pris justement. On n'est pas neutre, on défend un point de vue forcément, et on défend un point de vue, alors parfois, je veux dire, à son corps défendant, c'est-à-dire qu'on fait partie d'une grosse institution, Nathalie, tu posais la question, entre le Centre d'art de Créteil et l'Univers Sciences, évidemment que c'est impossible de faire la même chose. Et je pense que cette question de d'où on parle, de la neutralité et aussi de l'institution, en fait, il ne faut pas l'évacuer. C'est-à-dire que, en fait, le problème de faire la critique de l'institution au sein même de l'institution, on sait quand même que c'est très difficile, qu'il faut être un insider, mais un peu sur le côté quand même, qu'il faut renoncer à certains types de pouvoirs, etc. Que donc, en tant que directeur, je ne suis pas l'insider qui va renoncer, concrètement. Donc ça, je pense qu'il faut en avoir conscience et avoir aussi l'honnêteté de le penser et puis de le mettre dans l'équation. Ça fait partie de l'équation. C'est-à-dire que je me disais, pour ce que tu dis, parce qu'évidemment, j'ai une présentation qui était peut-être un petit peu simpliste. Bien sûr qu'on n'oppose pas la dimension sociale, elle est très présente et on ne réduit pas tout au biais cognitif par rapport à l'esprit critique, parce que évidemment, ce ne serait pas très intéressant et ça serait totalement déformant de la réalité. Mais pour ensuite porter une critique sur, comme tu as dit Alice, sur la question du capitalisme, le lien entre les technologies, l'investissement, le retour sur investissement, etc. Parce que quand on parle d'innovation, de culture industrielle, on est au cœur de ça. On est au cœur du système. Et quand on s'appelle Cité des sciences et de l'industrie, ou Centre de culture scientifique, technique et industrielle, c'est impossible, et pourtant j'ai essayé, de tenir un discours critique sur l'innovation et sur l'industrie,
Sinon, soit on n'a plus de budget, soit on se fait virer. Alors ça, c'est pas forcément très grave, mais c'est surtout qu'on n'a pas de budget, l'institution elle est mise en danger, elle est critiquée, et c'est extrêmement difficile ensuite du point de vue de l'institution. Et je me disais, et je pensais au Québec, il faut être un musée d'histoire ou de société pour parler des épistémologies scientifiques et montrer les différentes épistémologies et les différents rapports forts. Eux, ils sont légitimes, enfin, je veux dire, un musée de société, il est légitime pour mettre en scène. Alors en plus, si c'est historique, c'est encore plus simple, parce que c'est dans le passé, mais ça, il peut en parler. Mais comment aujourd'hui, dans un centre de sciences, parler de ces questions-là? Il y a la Cité des Sciences qui a fait l'expo Évolution industrielle, donc sans mettre le R, comme on dit tout le temps, révolution industrielle. Là, c'est évolution industrielle. Bon, j'en ai discuté avec les commissaires et avec le président. C'est clair qu'il y a eu beaucoup de discussions, de débats, etc. Et que c'est pas une expo punk, hein, comme vous la voyez. Par contre, elle présente quand même, elle ouvre la possibilité à une critique de notre système industriel, et rien que ça, c'est très compliqué pour les amis de l'Académie des technologies, ou enfin amis en tous les cas, les membres de l'Académie des technologies, de l'Académie des sciences, etc. Donc cette dimension-là de la critique, puisque je rejoins bien cette idée de, effectivement, comment nous-mêmes être critiques aussi pour justement faire en sorte qu'on soit dans une société où cette compétence soit plus partagée, comment le faire du point de vue de l'institution. Et ça pose vraiment la question, parce que, y compris à l'université, enfin on pourrait aussi poser la question de l'université. Et si on fait, et pour être expert dans une université du programme SAPS, le fameux, où on a dépensé 1 milliard d'argent public pour des résultats qui ne sont pas forcément toujours là, donc ça aussi un jour il va falloir le dire, y compris comme ça s'appelle CNRS ou grandes universités, et que derrière, voilà, la critique elle est où dans les évaluations des politiques publiques et des programmes de sciences avec et pour la société. Moi j'attends de voir ça aussi, comment l'institution elle est capable de produire cette critique. Et c'est une des difficultés qu'on a nous en France, peut-être dans d'autres pays, je ne suis pas du tout un expert de ça, mais comment on peut produire sa propre critique, ou en tous les cas donner une voix à cela, qui soit elle aussi du coup institutionnalisée pour qu'on la prenne en compte pour faire changer les choses. La démocratie, tout simplement. Mais en fait, oui. Les gens ont une existence à côté des institutions, elles sont pas démocratiques. Je parle des institutions. Ouais, vas-y, mais c'est très rapide. Je suis pas sûr. Enfin, moi, plutôt question existait à côté ou à l'intérieur, mais enfin. La caractéristique du métier de chercheur, c'est qu'on soumet en permanence son travail et ses projets à ses pairs, en fait. Donc cette dimension critique, finalement, elle fait partie du monde du chercheur, parce qu'on a un projet de recherche, il est évalué avant même de commencer, il est éventuellement financé, il est ensuite mouliné et discuté localement, en équipe, avec des collaborateurs, des partenaires, etc. Il est à nouveau soumis au regard des pairs. Et en fait, je pense qu'il y a très peu de métiers où... Mais eux, ils ne sont pas du tout des chercheurs. Hein. Eux, ils sont aux œuvres. C'est-à-dire que... Pour expliquer, en fait, quand on a le temps d'expliquer ce que c'est que le travail d'un chercheur, finalement, c'est aussi important, parce que cette confiance, on disait, où placer le curseur de la confiance, il y a quand même peu de métiers et peu de personnes, je pense, qui ont cette pratique de soumettre en permanence leurs idées, leur travail. Le chercheur est quand même soumis à des contraintes qui sont trouver des financements, des orientations qui sont stratégiques, quels projets sont financés par l'ANM. Mais ce que je veux dire, c'est quand on regarde par exemple le travail d'un enseignant, alors je ne parle pas de médiateur, mais enfin d'autres types de métiers, c'est parfois pas forcément le processus d'évaluation, d'auto-évaluation, de regardons si ça marche a posteriori et combien de temps ça marche, est-ce que c'est durable dans le temps. En fait, tout ça, parce que finalement l'histoire aussi des sciences garde et fait une sorte de tri dans ce qui va être fiable, durablement, on parlait des radiations N, voilà, de ce qui ne perdure pas. Donc la théorie chromosomique, aujourd'hui personne ne la remet en cause, la théorie cellulaire non plus, la double hélice d'ADN. Et puis par contre, il y a d'autres choses qui sont des théories qui ont complètement disparu. Il n'y a pas un risque de la majorité qui est du moule finalement, parce que tout ça, ça n'empêche pas des chercheurs en économie qui sont tous quasiment tous ça reporte les choix sur des choix stratégiques, politiques, financiers, socio-économiques. Moi je pense qu'il y a les mêmes débats en recherche, en vérité, tu vois, enfin,
on est toujours en sur, mais juste pour répondre à Laurent, enfin, nous on est souvent confrontés à des acteurs dans des grandes entreprises qui sont dans cette position un peu de marginal séquent. C'est sûr que tu peux pas te confronter frontalement, disons, à des... Mais je pense que si vous-même, dans votre propre profession, vous développez une espèce de connaissance de cette forme de duplicité que beaucoup de professions doivent avoir, hein, parce que aujourd'hui, c'est pas fait, voilà, et que du coup, ça vous invite à chercher des alliés, parce que y compris dans la grande industrie, enfin, il y a toujours des gens qui sont un peu plus, c'est ce que tu as fait d'ailleurs, c'est ce que tu racontes. Donc, ce serait un pas en avant. Mais ça, moi, je suis bien conscient du fait qu'il n'y a qu'à Faucon, hein, c'est-à-dire qu'on est tous. Et le rapport à l'industrie, il est intéressant, parce que c'est un peu dans l'émission et dans le cycle, mais finalement, on ne sait pas le faire, on veut pas trop le faire. Et même en termes de pratique sociale, c'est ce qu'on a identifié, le tourisme de découverte économique, où on a une part, c'est 17 à 20 millions de Français qui découvrent les entreprises, donc c'est une forme de communication promotionnelle peut-être, mais qui rentre pas du tout par l'institution. Mais on ignore cette pratique qui n'est pas institutionnelle ou qui ne passe pas par l'institution. C'est intéressant aussi peut-être de travailler par l'entreprise, comment elle se met en scène. Finalement, c'est quelque chose qui est un peu oublié aujourd'hui. On a aussi une sorte de norme de la bonne pratique de la culture scientifique. Il y a une norme, bien sûr. Oui, on a plus. Mais le rapport à l'industrie, il est intéressant parce qu'il est paradoxal, on n'arrive pas à le faire et on n'arrive pas à l'interroger. C'est intéressant.